Tu... Top, top, top. Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Will Jensen pour un podcast. Ça fait un moment que je voulais avoir une petite discussion avec Will. Alors, on a des petites discussions en privé, mais c'est bien aussi d'en faire partager nos auditeurs. Donc, Will, merci énormément de prendre le temps. En plus, c'est pas forcément évident parce que là, il est 7h30 chez toi, il est 21h30 en Suisse. Donc, c'est... il faut qu'on arrive à se capter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, malheureusement, il y en a qui ne connaissent pas encore Will. Est-ce que tu peux un peu te présenter? Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Et après, j'aurai un follow-up avec plein de trucs que j'ai envie de te poser comme question. Magnifique. Hello tout le monde. Merci de m'accueillir. Je suis trop content d'être là. En très bref, je suis effectivement en Suisse. Donc, j'ai fait un parcours en Suisse à l'université dans les études de sport, qu'on appelait de manière un petit peu pompante sciences du mouvement et de la médecine du sport pour avoir un nom à rallonge qui faisait un peu stylé. Et bref, c'est l'équivalent STAPS en France, quoi. Et j'ai ensuite pris en master euh, un cursus qui était censé être l'équivalent de entraînement et performance, donc le côté plus préparation physique, je pense que c'est le terme qu'on a en France. Et au final, je me suis retrouvé dans un groupe de recherche clinique pour mon mémoire de master, où j'ai vraiment étudié directement au sein d'un groupe de recherche clinique l'effet de l'activité physique sur des personnes âgées et sur la sensibilité à l'insuline. Donc c'était cool, plutôt que de passer en gros par le côté médicamenteux, bien sûr, qui a sa place. Ici, on regardait les effets de l'activité physique directement sur, on va dire, la prévention du diabète chez nos aînés. Et c'était vraiment sympa de rejoindre ce groupe pendant 2 ans. Et j'ai compris que à partir de là, j'avais un côté un peu geek, nerd, très attentif à l'aspect scientifique et puis au côté humain, quoi, au côté humain qui était vraiment lié à la physiologie de l'exercice. Et c'était vraiment mon rôle dans ce groupe de recherche clinique. Et puis le titre physiologie de l'exercice, on va dire, est quelque chose qui est beaucoup plus connu dans les pays anglophones, voilà, en Australie, en Angleterre, et puis qui est quand même un petit peu moins répandu dans les pays francophones. Bref, version courte, j'ai un master dans ce domaine. Et puis, à côté, j'ai un diplôme postgrad en sciences sociales et sport. J'ai fait en Angleterre à l'université de Bath, qui est proche de Bristol. Et sinon, j'ai coécrit 3 livres, 2 avec Christophe Bonnefond et un avec Tristan, publiés dans les éditions Ocré et puis chez Amphora. Et sinon, je fais plein de trucs. Je suis avant tout un coach, en fait. Et j'ai plusieurs manières de procéder pour le coaching. J'ai une manière privée, une manière où j'anime des mini-groupes. Et puis, voilà, ça fait déjà pas mal d'infos sur moi. Je ne sais pas si tu veux que j'en dise plus, mais Ah non, c'est déjà très bien. beaucoup parlé. D'ailleurs, on reviendra un petit peu sur les mini-groupes parce que j'ai des questions à poser là-dessus parce que c'est un peu nouveau. Donc, du coup, Yes. tu vas un peu nous parler de ça. Tu étais sportif quand tu étais jeune. Comment tu es arrivé à te dire, bon, je vais me lancer dans des études qui associent sport et sciences? Ouais, à la base, vraiment le cliché pour caricaturer un peu, je sors de mes études en Suisse, on appelle ça le gymnase, c'est l'équivalent du bac en France. Et à la fin du bac, j'ai regardé mes notes et puis j'ai regardé qu'il y avait qu'une seule note qui sortait du lot, c'était sport. Je me suis dit, bon, il y a peut-être une raison ou un signe Un truc là-dedans, à je vais me lancer creuser. dans voilà. Du coup, parcours logique, je continue. On fait quoi à l'Uni? Ben, ta meilleure note, le sport. Bon, bref. Je suis un passionné de sport depuis tout petit, j'ai fait du badminton en compétition et je me suis dit, tiens, s'il y avait quelque chose qui me permettait d'appuyer mon propre parcours et puis peut-être de devenir coach après avec une forme de crédibilité ou de validité en tout cas au niveau de la société, de légitimité, bref, c'était le chemin à suivre et à la base je voulais faire prof de sport. Alors, quand je dis cliché, c'était les profs de sport en Suisse, je crois que sont les profs de sport les mieux payés de toute la planète, si je dis pas de bêtises. Et une fois qu'on a fait nos petits cours, etc., c'était quand même un petit peu la planque. Donc voilà mon état d'esprit à peu près vers 20 ans. J'étais là, je vais faire mes études de sport et je vais faire prof de sport et c'est absolument pas une critique ou quoi que ce soit vis-à-vis de mes collègues. Moi, j'aurais adoré faire prof de sport aussi, mais j'ai compris que j'avais vraiment une espèce de fibre pour le côté un peu emmerdeur, aller chercher l'information un petit peu plus loin et puis discuter des détails qui creusent un peu comment fonctionne le corps humain. Puis là, du coup, niveau master, plutôt que de faire finalement prof de sport, j'ai bifurqué parce qu'aussi on avait des cours avec la médecine à l'époque. C'était un peu un nouveau cursus et puis on était les gars qui faisaient du bruit au fond de l'auditoire de médecine, c'était les sportifs.
Puis je faisais partie des 2 dernières rangées, bien évidemment. Et du coup, là, on a quand même eu les cours de l'école de médecine. Et je me suis dit que cet aspect m'intéressait. Puis du coup, j'ai bifurqué à ce niveau-là, on va dire, au master, quoi. C'est ouf parce Voilà. que à chaque fois, je me rends compte qu'on a plein de points communs. Le badminton, je t'avoue que j'avais oublié parce que je sais qu'on en avait déjà parlé. Parce que moi aussi, je jouais au badminton quand Oh, c'est j'étais. ouf. Et j'ai arrêté parce que, alors je sais pas comment c'est en Suisse, mais en France, quand je me ramenais au lycée avec ma raquette de badminton, c'était vraiment le sport de loser. Sport de Et plage, le classique. Et j'étais beaucoup trop influençable à cette époque-là. Et je me suis dit, bon, bah, le badminton, je vais peut-être passer sur quelque chose d'autre doucement. Et quand est-ce que tu as découvert alors, pour ceux qui ne le savent pas, la première fois que j'ai rencontré Will, c'est quand on a fait notre première compétition de bodybuilding, entre guillemets, parce qu'on a fait Musclemania en 2014. Donc, pour ceux qui veulent de la légitimité, voilà, nous, ça fait un moment qu'on est dans le, dans le fit game. Nos physiques n'ont pas forcément énormément évolué depuis, mais je taquine, je rigole. Mais ouais, t'as fait Musclemania avec moi en 2014. Qu'est-ce qui t'a fait un peu bifurquer du sport vers la musculation, le bodybuilding et qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire à un moment, vas-y, je vais monter en slip sur scène pour montrer ce que je vaux. Ouf, alors je te fais une version brève qui va résumer les Ouais. grosses étapes où chaque fois je suis passé d'un sport à un autre. En gros, badminton, 15 ans de compétition, niveau Mhm. national, et je me suis dit, je vais tester, comme n'importe quelle personne qui s'entraîne beaucoup à un moment, le niveau international et regarder si ça vaut le coup, si je me plante. Et concrètement, même en essayant et en progressant pas mal, ce qui a fait que je me suis planté, c'est le jour, la période où je m'entraînais 2 à 3 fois par jour, parce que c'était le rythme à un moment, bah, je me suis blessé, tout simplement. Et Ok. cette blessure m'a fait reconsidérer pas mal de choses parce que quand on investit littéralement quasiment toute sa vie, hein, donc sommeil, entraînement, récupération, alimentation, tout ça sur quelque chose et puis qu'on progresse quasiment pas, la blessure nous donne quand même un point de vue très différent sur ce qu'on était en train de faire. Et du coup, en Angleterre, quand je me suis blessé, là, je me suis dit un truc qui a rien à voir. J'ai commencé à faire du breakdance parce qu'au moins je pouvais utiliser mes mains. Tu Je t'es, m'étais blessé au qu'est-ce que tu, poplité à tu l'arrière du t'étais fait genou. quoi? Ok, d'accord. Ouais, une poplité à l'arrière du genou. Le muscle qui commence la flexion, en fait, c'est ça, hein, quand le Exact. Le ouais, tout petit on se dit qu'il ouais. sert à rien, mais une fois qu'il pose problème, c'était pour le On a, on badminton, a, c'était foutu. on a toujours l'impression qu'il y a certains trucs qui servent à rien, j'en parle tout le temps, et quand t'as mal, tu dis, ah bah finalement, ouais, même pour marcher, c'est chiant. Ouais, ouais, clair. Non, t'as un petit Ok, truc et puis ça perturbe tout le reste du corps. Le petit doigt, c'est le pire quand ça arrive. Le petit orteil, voilà, tu te sens vraiment con quand c'est foutu. c'est clair. Désolé si vous êtes fait mal au petit doigt, on se fout pas de vos gueules, Ouais, ouais, mais juste à l'instant. On n'espère pas. Bon, bref, je me blesse, je me mets à faire du breakdance parce que comme ça, au moins, je pouvais un peu m'amuser, faire des colonnes droites, ce genre de trucs. Puis j'aimais bien faire des périeux et ce genre de machin. Ce qui fait qu'à Musclemania, j'avais pu faire un périeux et puis un peu de breakdance aussi dans la partie libre. Et puis après ça, bah, en fait, dans la rééducation et tout, je me suis mis assez sérieusement à la muscu. Et j'y ai pris goût, comme beaucoup de personnes, d'ailleurs, dans le domaine de la rééducation à un moment. Et puis, je me suis dit, bah, je vais essayer de pousser le truc un peu plus loin. Et comme certains le savent peut-être déjà, ou d'autres le découvriront maintenant, j'ai utilisé aussi, comme on dit, la force obscure à un moment. C'est-à-dire que j'ai eu aussi une expérience du côté de l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Concrètement, j'ai fait ça pendant plus d'une année et demie, où je suis devenu un gros bébé de 90 kilos pendant une période. C'était assez marrant. Et j'ai fait donc, j'ai eu mes expériences à la fois en côté bodybuilding et côté, enfin, on va dire bodybuilding dans le sens construction d'un corps. Après, certains vont dire, ouais, mais Musclemania, c'est pas IFBB, etc. Bon, je suis pas dans la polémique ici. Je dis juste qu'en tout cas, je suis rentré dans cette dynamique-là avec, en gros, le goût pour l'entraînement en salle de fitness au sens large, avec les infrastructures magnifiques à Bath qui enfin, en Angleterre, quand il y a des équipes de rugby qui s'entraînent quelque part, puis on peut utiliser leurs mêmes infrastructures, c'est la folie. Quoi. On a juste envie de ouais. s'entraîner comme des fous et c'est trop beau. Quoi. Et du coup, j'ai pris goût à ce moment-là, ce qui fait que je suis aussi passé un peu par la force athlétique. Et puis, et au final, comme j'ai compris que mon but n'était pas forcément d'être l'athlète le plus performant, mais que j'aimais bien m'entraîner, j'ai continué de m'entraîner, mais pas avec les mêmes objectifs, pour ainsi dire, pour moi, pour ma santé, pour avancer, continuer d'être coach, rester cohérent, tout simplement, mais plus pour être voilà, le meilleur, entre guillemets, en tant qu'athlète. Et voilà un peu comment ça a évolué. Quoi. Ok. Et justement, par rapport à ta prise de PEDs, donc Mm-hmm. d'anabolisants,
C'est quelque chose que tu as commencé après Musclemania, hein, si je ne me trompe pas? Peut-être même Yes. quelques années après? Non, alors c'était quasiment direct après. C'était vraiment, Est-ce ouais. tu penses que ça venait du fait de ce que tu avais vu pendant la compétition ou dans ta tête, tu t'étais dit: «Bon, je fais cette compétition naturelle, mais après j'aimerais bien voir ce que ça donne»? Alors je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, d'ailleurs, je te remercie pour ton honnêteté parce que dans le milieu du bodybuilding, c'est quelque chose qui est assez rare. Déjà parce que c'est souvent interdit et du coup les gens, veulent pas s'exposer par rapport à ça, mais même les gens n'aiment pas trop le dire parce qu'ils veulent pas qu'on mette leur performance ou leurs résultats sur le dos des anabolisants. Donc, merci encore. Est-ce que c'est du coup, je sais qu'on en a parlé ensemble et tu m'avais dit que tu étais curieux. C'est vrai que moi aussi, j'ai cette curiosité. J'ai jamais encore franchi le pas, mais je comprends tout à fait ce que tu voulais voir, ce que tu voulais savoir quelles étaient tes capacités si tu prenais cette voie. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton mindset à ce moment-là? Qu'est-ce qui t'a fait franchir le pas? Ouais, alors la version courte, tu as déjà bien deviné une partie. Quand tu arrives à Musclemania, puis on dit attention, en compétition naturelle, il faut être un peu sérieux, etc. Donc tout ce que je dis concerne que moi, hein, j'assume totalement ce que je vais dire. Mais à ce moment-là, j'ai bien compris qu'il y avait une bonne partie qui était quand même pour être un peu informel du foutage de gueule, de ce côté-là, du Bah, côté naturel, pas l'an naturel. l'année où C'est on mon l'a fait, interprétation. ouais, ouais, je vais confirmer, Ok. l'année où on a fait la compétition, la plupart des podiums, la plupart des mecs étaient chargés sur les podiums. C'était assez clair. Ouais, bon, voilà, comme ça, moi je, je mentionne même pas forcément des personnes Voilà, directement ou autres, je mais c'est prends vrai les que responsabilités. t'inquiète, j'assume ce côté où j'ai compris que voilà, bah, nous on s'était donné, on a fait ça avec mon meilleur pote, hein, la compétition, et puis du coup, nous, on avait l'impression d'avoir tout donné, puis on arrive, puis finalement on avait un look de crevette par rapport à ceux qui avaient décidé de passer par une autre voie, mais c'est pas grave, hein, c'est une expérience, c'est cool, c'est la première montée sur scène, c'est vraiment sympa, mais du coup cette réaction, avec une partie de frustration, hein, je me remets vraiment dans la peau du Will de l'époque. Clairement, ça a favorisé l'exploration, on va dire, d'autres domaines. Et puis, à un moment, quand on se dit la compétition, c'est quand même se donner les moyens d'être compétitif, donc vis-à-vis des autres aussi. Que font les autres? Et du coup, c'était si les autres y prennent, on peut prendre aussi. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé. Ça veut dire que si on veut gagner, si on veut être performant, ça fait partie du truc, en tout cas pour les personnes qui font de la compétition dans des trucs qui sont, on va dire, tacitement, mais donc assez clairement, avec autorisation d'utilisation. C'est-à-dire que quand on dit non testé, ça ne veut pas dire vous allez tous avoir besoin de vous doper, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, on explore ça. Et puis j'ai exploré ça pendant une année et demie à peu près. Je suis content d'avoir eu cette expérience et aussi de ne pas avoir eu de soucis, pour dire ça concrètement, parce que ça peut clairement arriver. Et puis, je vais avoir l'humilité de dire clairement que j'ai pas fait les choses les plus intelligemment possibles. J'aurais pu être plus précis sur la commande des produits, j'aurais pu être plus précis sur la qualité de tous les protocoles, j'aurais pu me renseigner un petit peu plus. J'aurais Justement, bien c'est aimé. c'est un peu les Vas-y, questions t'inquiète. que je voulais te poser parce que, désolé de te couper, mais ça va nous permettre de rebondir de point en point. Avec Mais plaisir. t'es quelqu'un qui fait toujours attention aux informations qu'il obtient, etc. Et le problème justement de ces substances, c'est qu'il y a très peu d'informations de bonne qualité parce qu'il y a très peu de recherches disponibles là-dessus. Donc, tu as dû t'en rendre compte assez rapidement. Et justement, déjà, en plus, on fait un pas en arrière. On est donc en 2014-2015 quand tu commences à réfléchir à tout ça. Et les gens se rendent pas forcément compte, mais ces 5 dernières années, 6 dernières années, l'information par rapport à ça est devenue beaucoup plus disponible. La plupart des gens n'en parlaient pas. Moi, je me rappelle que même avant Musclemania, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que je savais que c'était une réalité. Donc, je me baladais un peu à l'époque sur les forums. Il y avait des forums en français, il y avait des forums en anglais. Et on devait, enfin, les gens qui faisaient ça faisaient confiance finalement à un pseudonyme sur les forums, etc. Et ils suivaient des protocoles de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, dont ils ne connaissaient pas le nom, ni l'adresse, ni rien du tout. Et c'était vraiment obscur pour le coup. Et j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu avais un contact avec quelqu'un qui le faisait autour de toi ou est-ce que tu t'étais basé un peu là-dessus? Comment ça s'était passé?
Alors, il y a eu un mélange d'un petit peu tout ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le premier fait est que c'est pas quelque chose qui est à la fois documenté et sûr et précis. Et donc, on se lance à partir de là dans quelque chose qui est obscur dans le côté un petit peu informel de la chose. Et puis, bon, bah voilà, c'est un peu, OK, toi, tu as fait ça, ça marche. Et puis, lui, il a fait quoi? Ouais, ça va, il a eu des résultats. Ouais, OK. Et du coup, on va de contact en contact. C'est quand même assez particulier dans un milieu où on commence on rentre dans un domaine qui est interdit, donc c'est OK, on n'en parle pas, il y a ci, il y a ça, j'ai tel contact, il y a machin et tout, donc on peut imaginer que c'est quand même, c'est assez logique aussi que certaines personnes n'en parlent pas plus que ça. Pour faire une mini parenthèse de vraiment 10 secondes, en tout cas, ce que je saluais déjà à l'époque, c'est ceux qui disaient plus natural athlete et qui mettaient juste plus rien et qui laissaient, entre guillemets, ceux qui devaient deviner. Je trouvais que c'était déjà quelque chose qui était un pas dans la bonne direction. Et puis après, bon, bah, il y a ceux qui mentaient ouvertement et c'était encore autre Et qui chose. mentent Maintenant, toujours. très probablement. Et puis, c'est dans le contexte éventuellement aussi de sponsors et d'autres trucs. C'est pas quelque chose qui aurait correspondu à ma mentalité ou à mes valeurs, je dirais à ce moment-là, mais je comprends que ça puisse se faire et du coup, je vais pas aller plus loin là-dedans. Mais pour dire, donc moi, à l'époque, je pouvais faire que ça. C'est-à-dire, si je voulais expérimenter, il fallait que je prenne une forme de risque. Et du coup, c'était un croisement d'expériences, ce qui est aussi puissant que ce que c'est-à-dire pas assez, mais voilà, pour explorer, c'était déjà le meilleur à ce moment-là. Et ensuite, ben, comme tu sais, je suis aussi anglophone, donc aller sur différents forums, regarder un petit peu ce qui se faisait. Et ce qui était assez surprenant, c'était que dans les forums, les personnes avaient des pseudos, mais aussi faisaient référence à différents athlètes. Ils disaient, voilà, moi je connais tel coach qui disait ça, etc. Et c'était toujours des pseudos, mais c'était quand même des personnes qui étaient considérées, qui donnaient d'autres exemples, etc. Puis au fait, on se dit, OK, on ne connaît pas ce gars-là, il a posté ça. C'est la première fois que je le vois. OK. Je vais sur 2, 3, 4 autres forums. Et puis, je vois que quelque chose commence à revenir assez souvent et avec les mêmes explications. Et ensuite, je me renseigne moi parce qu'il y a quand même, après les cascades hormonales, différentes choses qu'on peut vérifier nous-mêmes, puis se dire, OK, ça c'est potentiellement dangereux, c'est ci, à ça. Mais c'était vraiment, ouais, voilà. Si je devais refaire ça maintenant, pour donner un exemple très clair, je saurais quoi faire, avec quelle molécule. Je me débrouillerais pour les obtenir de manière beaucoup plus intelligente aussi, certainement. Et puis, je sais que j'aurais fait beaucoup plus attention aussi à ce que je mangeais, comment je le mangeais à l'époque. C'était aussi prise de masse, donc on y va, allez, c'est pizza 4 fromage, beurre de cacahuète, et tout ce qui est calorique et dedans, ça permet de nourrir un petit peu le muscle qui, de toute façon, est dopé à 1000% avec tous les trucs que je prenais. Et du coup, j'aurais fait vraiment les choses différemment de A à Z, mais ouais, c'était limité. Pour te dire, il y a même des fois où des personnes comme Rich Payana, je pense que tu vois bien sûr qui c'est, Bien qui, sûr. qui balançait plein de vidéos. D'ailleurs, c'est un des premiers gars qui a parlé ouvertement de ça. Ouais. Bon, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça dépend, parce que aussi en fonction de ce qu'il disait, bon voilà, vous prenez toujours des molécules, vous changez juste et que vous arrêtez jamais, puis vous êtes finalement dopé toute l'année. Ça fait partie des trucs que j'ai même testé pendant 3-4 mois pour dire jusqu'où je suis allé. J'ai vraiment testé des trucs en me disant ça va aller, on est un peu fou, on fait ça, et puis en même temps, ce que j'ai vérifié par contre attentivement, c'était par rapport aux doses. Et ça, c'était le plus important, je pense. Parce que pour beaucoup, dès qu'il y a quelque chose qui est testé, c'est bon, bah, prends plus et tu vas prendre plus. Et je connaissais quand même assez bien l'idée de la dynamique qu'il y a dans toute substance dans le corps et puis comment ça s'évacue et puis le phénomène d'accoutumance, etc. Et du coup, je faisais toujours un croisement au niveau de ce qui était potentiellement le plus intéressant avec le moins de risques possible. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai fait qui était le plus intelligent. C'était que parmi tous les différents protocoles que j'ai pu trouver, les rapports d'expérience, etc., je disais, OK, bon, bah, eux, c'est des fous, ils veulent être top 3 mondiaux. Et puis, je me disais, bon, bah, eux, ils veulent des résultats, mais ils sont aussi là, j'ai pas envie d'avoir d'atrophie testiculaire, j'ai pas envie d'avoir ça, j'ai pas envie d'avoir de cancer, j'ai pas envie d'avoir tel problème, j'ai pas envie d'avoir des psychoses complètes à cause d'un excès de, bon, bah, par exemple, le fameux Trenbolone que les gens connaissent. C'est quoi, tu veux le plus puissant, bah, prends le plus puissant encore plus. Pour dire l'expérience que j'ai eue, parce que j'ai même testé le Trenbolone, comme ça fera un dossier supplémentaire de balancer. À cette période-là, j'ai eu, alors que je suis quelqu'un de très calme, je me souviens que je me suis retrouvé une fois avec bon, bah, ma copine de l'époque, je me suis retrouvé à un moment à genoux dans la rue en train de pleurer et je lui tenais la main et je pleurais. Et j'ai pas vraiment compris pourquoi. C'était pour dire à quel point ça peut rendre quelqu'un de, a priori, je pense que c'est, enfin, je suis relativement stable et puis Ouais. zen et tout ça. Enfin, ben, même moi, entre guillemets, je me suis retrouvé à un moment dans un stade comme celui-là. Et c'est pour dire que voilà, quand quelqu'un dit Ça ouais non, les t'affecte. stéros ça Ouais. change rien, ça peut aller loin, ça peut aller très loin. Et puis du coup, il y a neurostéroïdes, hein, bien sûr, évidemment. Ouais, bien sûr. Ouais. On change aussi bien sûr des choses au niveau du cerveau.
C'est pas surprenant, mais c'est pour dire qu'en tout cas, n égale 1, hein, comme on dit, on parle juste de moi et de ma propre expérience, mais c'est arrivé, c'était en tout cas pas un effet négligeable, hein, c'était assez impressionnant. Et du coup, sur la période où tu as fait un peu plus d'1 an, tu étais toujours «on» entre guillemets, c'est-à-dire que tu as pas fait une période où tu avais juste un cruise de testo entre des cycles, ou comment ça s'est passé par rapport à ça? Ok, si je fais un gros résumé de ce que j'ai fait, je dirais qu'il y a eu plus ou moins 3 phases. La toute première OK. phase, j'avais pris que de la testostérone et puis à un moment, concrètement, j'ai eu mal aux testicules et ça m'a fait peur et j'ai arrêté. C'est à peu près aussi simple que ça, la toute première OK. expérience que j'ai eue. Et puis, je suis monté, je crois que les dosages étaient du style de 600 à 1,5. Ouais. Graduellement, j'ai augmenté, quoi. Comme ça donne des doses pour ceux qui veulent même Bon, imaginer ce que j'ai fait à l'époque. C'est pas du tout on des va pas trop en recommandations. donner parce que sinon on va se faire bannir. Alors, Mais ce qu'on peut dire qui est marrant, c'est la ouais, fameuse étude 600 mg qui est citée partout, là. Là, c'est de la littérature scientifique en l'occurrence, hein. 600 milligrammes par semaine, c'est la solution pour tout. Ouais. Non, bon, bref, on caricature un peu, mais c'est voilà. Comme ça, c'est quelque chose que j'ai fait. À aucun moment, c'est quelque chose que je recommande. Et puis, c'est là où, justement, au bout d'un certain temps, bah, j'ai eu des douleurs au niveau des testicules. Et là, clairement, je peux vous dire que ça fait réagir, quoi. Pour Ouais, les bah ouais, personnes c'est qui clair. écoutent et qui veulent réfléchir un instant, voilà. Bref. Et la deuxième phase a été un peu différente. Et là, je me suis beaucoup plus renseigné entre deux parce qu'évidemment, moi, dès qu'il y a quelque chose de concret qui affecte ma santé, ben, c'est clair que je me renseigne et je me renseigne vite et je me renseigne, je pense bien, en tout cas le mieux que je pouvais à l'époque. Et là, j'ai regardé les autres molécules, j'ai regardé les différentes interactions, j'ai regardé ce qui pouvait éventuellement être un souci. Et là, même sans faire de relance, c'est pour dire à quel point c'était entre guillemets bidon ce que j'avais fait à l'époque. Tout s'est remis en place assez facilement, assez vite. On va dire que je touchais du bois déjà à ce moment-là. Mais ensuite, ça a été mieux fait, plus intelligent, c'est-à-dire que c'était toujours des périodes plus longues de récupération par rapport aux périodes de cure. Et puis, il y avait les histoires de relance. Donc, voilà, enfin bref, je crois que c'est PCT pour psychotherapy simplement. Ouais. Voilà, donc j'avais fait les choses entre guillemets bien de ce côté-là, et puis tout s'était bien lancé à chaque fois. Et du coup, on va dire que j'ai cumulé la plus grosse densité de on-off avec des périodes off toujours un tout petit peu plus longues sur une année et demie. OK. Et là, tu as le résumé un peu en gros, tout ce que j'ai OK. testé, quoi. Tu penses que, et aujourd'hui, tu as la chance de t'en être, enfin là, tu prends rien et tout tourne Exact. naturellement, parce que pour ceux qui ne savent pas, le problème de mettre en place, un traitement, exogène, c'est que, bah, votre production endogène s'arrête, c'est-à-dire que votre production naturelle de testostérone s'arrête. Quand vous avez de la chance comme Will, ou que vous faites les choses bien, bah, ça se relance, mais parfois il y a des gens, malheureusement, ça se relance pas et ils se retrouvent un petit peu dans la merde, si on peut dire, parce que, bah, leur production, endogène, n'existe plus, et soit ils sont obligés de faire des protocoles spéciaux pour essayer de relancer, soit, bah, malheureusement, ils sont obligés d'avoir un traitement, de remplacement de testostérone à vie, donc voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes prévenus en tout cas. Est-ce que tu penses que ton entourage à l'époque a favorisé un petit peu ces choix, peut-être, ta salle ou des choses comme ça, ou pas du tout? Ouais, carrément. Pour la faire bref, si j'avais été seul dans mon petit délire à faire mes expériences tranquilles, etc., je pense qu'aujourd'hui encore, je serais naturel. Parce que ça faisait pas partie de mes ambitions que de pousser la machine le plus loin possible, même si c'était plus ma machine, entre guillemets. C'est-à-dire que le fait d'aller plus loin, c'était quand même lié à un côté compétition, on va plus loin, on avance, et puis bah, il y a d'autres personnes que je connais qui avancent aussi, etc. Et donc clairement, il y a un effet où j'assume totalement l'idée que seul, je l'aurais pas fait, et dans le contexte dans lequel j'étais, et même si j'assume que j'ai choisi quand même, il y a une part d'influence qui est absolument pas négligeable, qui n'était pas négative pour autant. C'est-à-dire, je me suis jamais senti forcé, ça c'est hyper important que je le dise aussi, parce que peut-être que dans certains cas, certains ont pu se sentir forcés ou autres. Moi, j'assume totalement toutes les expériences que j'ai eues de ce côté-là, mais ce serait totalement faux de dire qu'il n'y a pas voilà, des personnes plus ou moins massives, etc., autour de moi qui m'ont pas influencé ou autre. Ça faisait clairement partie d'une espèce de voilà, Ouais, on avance ensemble et voilà quoi. je pense qu'on n'en parle pas souvent, mais moi, les moments où j'ai vraiment pensé, c'est quand, j'avais des amis, ou les gens avec qui je passais pas mal de temps à l'époque qui étaient on, et du coup, bah, on voit les résultats. Ça normalise aussi un peu la chose, tu es d'accord? Parce que tu te dis: «Bon, bah, tous les mecs avec qui je m'entraîne, ils le font et ils ont pas l'air d'avoir de problème, ils ont l'air d'avoir des bons résultats et cetera», et du coup, tu te dis, ça baisse un peu ton seuil
tu sais, de dangerosité, on va dire. Tu dis, bon, bah, ça va. Tout le monde dit que c'est potentiellement dangereux. Un tel, il va très bien. Ça fait quelques années qu'il le fait. Voilà pourquoi j'essayerais pas un petit peu. Et je pense qu'on n'en parle pas, mais je pense que quand même notre environnement influence un petit peu nos choix par rapport à ça. Et encore une fois, comme tu dis, pas forcément en se sentant obligé ou que ce soit nécessaire de le faire, mais c'est vrai que ça peut baisser un petit peu ce seuil de tolérance au fait qu'il y a des dangers potentiels. Est-ce que, je pense qu'on en avait parlé un petit peu aussi tous les deux en face-to-face, mais alors c'est difficile, j'imagine, pour toi de savoir parce que bah, tu n'as pas un jumeau avec toi qui n'aurait pas utilisé de produit pour pouvoir comparer. Alors, toi et moi, je sais que les jumeaux, c'est le truc qui nous fascine le plus parce que si on avait ça en recherche, ça serait absolument magnifique. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir fait ça aujourd'hui te permet d'accéder à un physique plus facilement ou pas du tout? Comment tu vois la chose un peu par rapport à Will Jensen, ce qui serait complètement naturel? Oui, alors très clairement, lorsque je me remets sérieusement à faire de la musculation, je sens qu'il y a un potentiel donc de récupération. Lorsqu'on parle de mémoire musculaire, je pense que c'est tout sauf juste une feinte. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas du côté de la récupération post-blessure ou ce genre de choses, c'est absolument évident. Mais ensuite, la question c'est est-ce que cette mémoire musculaire, elle est pertinente pour reprendre naturellement quelque chose que autrement, à un autre moment on avait avec des produits? Parce que quand on regarde euh, qui c'est que j'ai en tête, Kevin Levron, par exemple, lorsqu'il est revenu et qu'il a récupéré sa masse, bon, bah, évidemment, il est retourné à cette masse-là avec ce qu'il faut, hein, on ne va pas non plus se mentir, mais Ouais. c'est complètement dingue. La vitesse à laquelle c'est arrivé, c'était un truc de fou lorsqu'il a fait ce comeback et tout, mais c'était avec aide. Du coup, si on se dit, bon, bah, il a été comme ça à un moment, il arrête de s'entraîner, donc clairement, le fait d'arrêter de s'entraîner, ça va être lié à la fonte musculaire, mais est-ce que s'il reprend, il va pouvoir reprendre une partie en tout cas? Et là, ce que je remarque, moi, quand je m'entraîne bien et puis que je recommence simplement à être un petit peu sérieux au niveau des petites bases de nutrition qu'on connaît toi et moi, donc assez de protéines et puis un entraînement solide et puis juste assez régulier en gérant bien le stress et puis le sommeil, juste ces bases qui fonctionnent et qu'il faut tenir assez longtemps, c'est quand même assez impressionnant ce que je peux voir comme reprogression pour prendre un petit mot comme ça. Euh, et je pense que je peux revenir à un physique qui est légèrement au-dessus de ce que j'aurais pu atteindre si j'avais été naturel depuis le début. C'est-à-dire que je sens que cet élan quelque part que j'ai de cet enseignement musculaire, j'ai pas quelque chose d'extrêmement solide pour l'affirmer, donc ce retour sans produit me donne un avantage probablement de pas 10 kilos clairement, mais peut-être 5, peut-être 6 kilos comme ça de muscles que je pourrais récupérer entre guillemets plus facilement parce que j'ai déjà atteint ça. Puis ensuite, bon, bah, pour regarder du côté des myonucléiques qui sont déjà différenciés, tous ces trucs, enfin voilà, on peut rentrer dans les quelques détails, mais je pense que Et, oui, et, j'ai un avantage. et par rapport à ton physique on, est-ce que tu penses que tu peux t'en approcher? Si tu peux optimiser tout, alors c'est peut-être pas, encore une fois, hein, c'est peut-être pas ton désir actuel du tout, mais est-ce que si tu te mettais en place un challenge, est-ce que tu penses que tu pourrais te rapprocher de ce physique-là? Ah, c'est hyper intéressant parce que j'avais pas les mêmes notions aussi qu'aujourd'hui. Je m'entraînais un petit peu en mode power builder et puis on fait un peu les bonhommes hein, pour caricaturer un peu. J'assume totalement le Will que j'étais à l'époque, il n'y a pas de souci. Et donc clairement, niveau optimisation maximale de l'hypertrophie, il y avait plein de choses à optimiser. Mais je dirais, lorsque j'étais à peu près à 85 kilos assez sec, genre avec des bras 44-45 cm, ouais, là j'ai des veines qui ressortaient partout, bref. Là, ça, je sais que j'y arriverai pas. Et par contre, le fait de remonter par exemple à 80 kilos en étant assez propre, en optimisant tout et avec une idée que voilà, je peux lui mettre vraiment sérieusement sur pas quelques mois, mais plusieurs années, là, ça me semble clairement pas impossible. Ouais. Ouais. Mais donc, toujours cette idée de masse totale en moins, c'est la masse musculaire ajoutée comme ça par les stéroïdes qui n'est pas récupérable complètement, la masse totale en plus, je dirais. Ouais. C'est vrai qu'on parle souvent de ça, mais tu sais, souvent les gens disent oui, mais essaye d'atteindre ton max naturel avant de penser aux stéroïdes, etc. Et souvent les gens se disent non, mais c'est bon, moi je m'entraîne, j'optimise tout, etc. Mais je pense que dans 90% des cas, les gens ne comprennent pas qu'ils optimisent un faible pourcentage de ce qu'ils pourraient optimiser parce que toi et moi, ça fait un moment qu'on fait ça et on se rend compte que chaque année, on apprend quelque chose de nouveau et que finalement, à chaque fois, on se dit, et c'est peut-être aussi pour ça que moi, j'ai toujours pas franchi le pas parce que je me suis dit à chaque fois, genre, non, mais attends, je peux encore optimiser ça. Ah non, mais je peux encore mettre ça en place. Et du coup, je me dis que j'ai toujours une espèce
de marge de progression avant d'arriver à quelque chose où je considérerais comme une limite et c'est vrai que le problème, c'est que les gens s'en rendent pas forcément compte. Et je peux rebondir Vas-y, là-dessus. J'ai un truc, vas-y, je vas-y. pense, qui est vraiment pile dans le sujet. Justement, je vais parler d'un regret que j'ai, qui est justement, contrairement à toi, de ne pas avoir pu pousser plus loin cette exploration de mon potentiel. C'est-à-dire que maintenant, si je m'entraîne, je n'aurai plus jamais ce que toi, tu peux avoir aussi, qui est que tu continues d'optimiser ce qui te permet, toi, avec tes propres ressources, ton propre bagage, tes propres connaissances, ta propre gestion hormonale, endogène, etc., d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire que ça, pour moi, par défaut, ça n'existe plus. Et comme ça n'existe plus, d'un point de vue motivation, c'est quand même assez spécial. Quand tu imagines un objectif sur le long terme, donc celui que tu m'as donné, qui me donne un petit coup de motivation, là c'est clair, je me dis, ouais, mais je sais quand même pas autant que à ma final form en mode Dragon Ball Z, quoi. Ouais, je vois ce Donc, que tu veux dire. tu vois, il y a ce truc quand même que je tenais à partager avec l'expérience qui va avec, c'est que voilà, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser, mais ça c'est aussi un des trucs, en dehors de tous les autres trucs qui me semblent évidents, mais que je mentionne à chaque fois que j'en parle un peu plus longuement, genre est-ce que vous voulez des enfants, est-ce que c'est ok avec votre compagne, est-ce que c'est ok pour vous, est-ce que vous avez la possibilité de faire un bilan sanguin, est-ce que vous avez accès à un Bien personnel sûr. médical avec qui vous pouvez discuter de manière ouverte, etc. Tous ces points sont à considérer. Donc, et de toute façon, après, c'est à vous de choisir. Et nous, le but, et je prends pour moi, spécialement moi avec mon partage, ça n'a aucun moment influencé de ce côté-là. Mais un des plus gros regrets que j'ai, et c'était vraiment dans le sujet, c'est ça. Je sais que j'ai plus cette possibilité d'objectif sur le long terme en tant que naturel. C'est quand même spécial. C'est quand Dans même dans le sens où tu te dis: «Quoi que je fasse, j'arriverai jamais au niveau que j'avais avec exact. produit», c'est ça? Ah OK, Ouais, ouais. ça pique un J'avais peu quand jamais même. pensé à ça, mais ça doit être un peu frustrant effectivement. Parce Ouais, que tu ouais, dois ouais. perdre un peu de motivation, parce que tu dis ouais, OK, je vois ce que tu veux dire. OK, Bah, ouais, disons qu'il merci faut un d'avoir autre ajouté ça, c'est objectif. Ouais, ouais, faut bien un sûr, autre ouais. objectif pour continuer, quoi. Bah, voilà, je t'en ai donné un autre, donc motivation. D'ailleurs, C'est bon, c'est bon. j'ai vu que là, tu avais recommencé à t'entraîner assez sérieusement. Enfin, en tout cas, tu Ouais, je suis postes un peu chaud. plus tes entraînements là. Ah, il est chaud. Yes. Je suis chaud. Carrément. J'adore ça. Et c'est ouf parce que dès que tu commences un peu à t'entraîner, là, tu sors les biceps et je me dis: «Ah le bâtard!» Donc top. Est-ce que tu penses que ce parcours, t'a aidé, vis-à-vis des produits ou dans ton coaching, perso? Est-ce que ça te permet de différencier en tout cas, les athlètes? Parce que je sais que tu as des athlètes qui viennent, des 2 mondes, on va dire, le Mhm. monde obscur et le monde, de la lumière. Est-ce que ça t'aide aujourd'hui, par rapport à ça? Ouais, je pense comme tout ce qu'on vit finalement, l'idée c'est toujours la chose suivante. Est-ce qu'on arrive à en tirer une expérience pour justement pouvoir faire des choix plus judicieux ou aider d'autres personnes à faire des choix conscients et les respecter aussi. Et ce qui a le plus changé, je pense, c'est le respect que j'ai pour le travail des athlètes qui passent de ce côté-là, mais qui optimisent quand même tout le reste aussi, parce que bien sûr, ça fait énormément, bien sûr, personne ne dira que c'est pas un facteur énorme dans les progrès, etc. Mais une fois que tout le monde joue aux mêmes règles, c'est-à-dire l'utilisation de produits, qu'est-ce qui distingue un athlète d'un autre? Et ceux qui vont au bout, eh ben, ils sont de toute façon incroyablement disciplinés aussi. Et puis peut-être que d'un point de vue du respect pur et dur, c'est un des trucs que j'ai vraiment retiré de cette expérience. De l'autre côté, je suis aussi capable de donner les côtés un peu sombres. Tu as un public au-dessus de 18 ans, si je parle de sexualité un instant ou... Oui, oui, vas-y, Tu vas-y. me dis, ok. Alors, Vas-y. un des trucs, là, tu vas te marrer, mais franchement, c'est un délire. T'es gros, t'es musclé, ta libido, tu as l'impression qu'elle est évidemment bien plus élevée. Il y a tout ce qui est DHT qui est plus élevé, etc. Donc, tu sais que tu as un drive sexuel qui est plus important et tout. Et puis, c'est là qu'il y a la plus grosse déception. Donc, c'est pour ça que je te demandais pour le public. Au moment de l'éjaculation, avec notamment le phénomène d'aromatase et d'excès d'oestrogène, il peut y avoir vraiment un énorme manque de plaisir par rapport au plaisir habituel. Et donc, on se dit, ouais, on est musclé, on est balèze et tout, et puis, allez, c'est bon, je caricature, mais les bonhommes qui vont se dire, ils vont se taper des meufs et tout, voilà. Fin du moment informel, vous avez compris, vous arrivez au moment où c'est censé être top, et pas de plaisir. Génial, ouais, trop cool. Donc, c'est un des trucs qui est arrivé pendant cette période-là que je tenais à mentionner aussi, parce que, enfin bon, chacun va avoir ses motifs, hein, finalement, pour commencer ou non quelque chose comme ça. Mais au final, quand même, un des trucs les plus incroyables qu'on peut vivre, le moment de C'est vrai. l'orgasme, tu sais quoi, t'as pas de plaisir, maintenant c'est génial. Donc voilà, un truc à partager en plus, un petit dossier. Ça peut Donc arriver, donc ouais, si c'est pas donc, géré. donc en fait, tu as l'envie, tu Ouais, le drive, on va dire, mais ouais, c'est vraiment au niveau de l'orgasme où tu as une sorte de frustration alors? totalement. Ça peut même aller jusqu'à quasiment pas de plaisir du tout. Et pour être très clair, ça m'a fait ça que pendant cette période, hein. Donc là, c'est vraiment, enfin,
voilà, c'est le sommet, quoi. C'est- Ah, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, ça, c'est un truc dont j'avais pas forcément conscience. Parce que, encore une fois, c'est pas l'expérience que je peux partager. Et c'est vrai que c'est quelque chose que la plupart des mecs qui le font ne partagent pas forcément. Parce que déjà, ça C'est voudrait dire clair. qu'ils sont on. Et puis, ouais, ok. Ok, c'est un truc dont j'étais pas conscient. Mais effectivement, tu te dis, bon, pourquoi alors, du coup? Nul, vraiment. Puis sans parler des boutons et tout. Hein, donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de boutons, surtout dans le dos, pour Ok. là encore un autre effet secondaire que j'ai eu. Et là, c'était T'as vraiment les été- volcans, quoi. Et t'avais des boutons quand t'étais jeune ou pas? Non, rien du tout. Vraiment, Rien du tout. absolument rien. Ok. Non, non, je suis vraiment passé d'une peau de bébé ouais, une peau avec des éruptions volcaniques, quoi. C'était, Ok. non, Ok. non, très Hyper clairement, ouais. intéressant. Ok. Et oui, donc du coup, c'est quelque chose que tu prends en considération quand tu as des athlètes qui suivent un peu cette voie et C'était ça ça la te permet question de de base. comprendre leur frustration, en fait, Excuse-moi. c'est ça? Ouais, bah ça me permet non seulement de prendre ça en compte, mais aussi, je pense que maintenant, parce que souvent en coaching, on attire des personnes qui, quelque part, nous ressemblent d'une certaine manière. Hein. On se retrouve toujours avec des gens qu'on a plus de chances de pouvoir aider aussi, parce que s'ils ont une certaine confiance en nous, il y a déjà une part de contrat qui se fait tacitement comme ça. Et donc maintenant, le fait que j'en utilise plus et que je le dise aussi ouvertement, ça attire moins vers moi des compétiteurs qui ont juste envie d'être les plus gros, et c'est pas grave, justement, c'est un objectif que je peux respecter, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai plus d'athlètes du tout, le dernier athlète que j'ai suivi, c'était peu après la sortie de mon premier livre sur les secrets de la sèche. Et c'était le dernier athlète que j'ai suivi où je m'occupais moi de la nutrition et de l'entraînement, et quelqu'un d'autre, un endocrinologue en l'occurrence, s'occupait du reste. Et du coup, il y avait tout qui était OK, chacun faisait son taf. Mais depuis, j'ai plus d'athlètes du tout Et d'accord. qui utilisaient les produits. Donc, Ok. D'ailleurs, j'aimerais rebondir par rapport à ça. J'ai vu que tu proposais du coaching de groupe. Si tu veux yes. qu'on en discute un petit peu, parce que toi et moi, on a toujours fait du coaching en one-to-one avec de l'optimisation individuelle, etc. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu t'es lancé sur du groupe, comment ça fonctionne un petit peu? Moi, ça Ah, m'intéresserait juste pour moi, tu vois. Donc, non, non, voilà. trop cool, avec grand plaisir. Donc, puis, merci de me laisser en parler, comme ça me permet d'expliquer l'idée. Bien sûr, je pense toi comme moi, dans cette idée d'optimisation de coaching individuel, on sait que il y a des choses qu'on peut dire qu'en individuel. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont pas pouvoir bénéficier d'un coaching de groupe. À l'inverse, et c'est ça qui est intéressant avec beaucoup de personnes que j'ai eues du coup depuis à peu près 8 ans de coaching, c'est que il y a quand même des sortes de profils. Alors, j'aime pas mettre les gens dans les cases, mais à un moment, si on demande une perte de poids, on demande une perte de poids. À un moment, si on demande une prise de muscle, on demande une prise de muscle. Et puis à un moment, si on a envie de comprendre comment est-ce qu'on peut optimiser deux, trois petits trucs simples de la vie de tous les jours, voilà, savoir ce que, par exemple, 2 œufs par jour peuvent apporter, si, je sais pas, on pense au folate, à la choline, à deux, trois micronutriments, et puis qu'est-ce qui se passe quand on les prend pas. En fait, ce genre de petits trucs comme ça qui peuvent être utiles a priori pour quasiment tout le monde, eh ben, on peut les regrouper sous forme de thématiques, et c'est ce que j'ai fait. C'est que je me suis dit, je vais apporter plusieurs thématiques où j'apporte des conseils qui peuvent sembler être des conseils de base, mais plutôt des conseils qui peuvent bénéficier à plusieurs personnes. Du coup, ça me permet d'avoir plusieurs personnes en même temps. Du coup, je peux baisser les tarifs, clairement. Et du coup, ça donne une manière de m'avoir en tant que coach, pas individuel, bien sûr, pas avec autant de réponses aux questions que si j'étais seul à donner mon temps pour une seule personne, mais pour un petit groupe. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, en acceptant de donner un feedback, par exemple quelqu'un qui calcule ses macronutriments sur une semaine, qui remplit un tableau, eh ben, on a ce contenu que je vais détailler entre guillemets en privé pour la personne, mais ça devient un contenu éducatif pour les 19 autres personnes. Et donc, il y a des cas pratiques et ce genre de choses. Et c'est des mélanges entre des coachs et des personnes qui veulent être coachées directement, parce qu'en fait, des personnes veulent voir aussi comment moi, je donne des feedbacks Bien sûr. sur tel progrès, etc. Donc, en fait, ça lance une dynamique qui est très explicite dès le début. C'est je ne peux pas m'occuper de vous tous avec la même qualité et la même intensité qu'une seule personne seule. Par contre, comme le tarif est plus bas, et qu'on se rejoint en même temps pour des lives sur 4 thématiques, en gros, ça me permet d'aborder des sujets qui sont utiles pour les personnes que ça intéresse. Et puis pour le moment, c'est vrai que ça s'est bien rempli, ces groupes de coaching Du que coup, j'ai du coup, lancés. Ouais. c'est gagnant-gagnant si je peux me permettre. C'est-à-dire que les gens vont bénéficier des questions posées par certaines personnes ou les sujets abordés par certaines personnes auxquels ils n'auraient pas forcément pensé et qui vont potentiellement les aider dans leur, je sais pas comment on dit en français, journey. Oui, ouais, dans leur aventure, je ne sais pas si c'est Dans une la, journée, dans ouais, leur voilà, bref, on s'est parcours compris. peut-être plutôt. Parcours, voilà, nickel. Ouais, ouais. Et du coup, toi, ça te permet aussi de bénéficier de pas avoir à traiter. Parce que ça arrive, hein, les gens se rendent pas compte, mais en coaching, il y a souvent des questions qui reviennent.
Et c'est vrai que quand on fait du coaching individualisé, il y a de l'individuel, mais il y a aussi du global. Comme tu dis, si tu dois expliquer à quelqu'un qu'un déficit calorique est nécessaire pour une perte de poids, bah, ça, tu vas l'expliquer à chacune des personnes qui va te demander comment perdre du poids, quoi. Ouais, Donc, les principes, quoi. voilà, Les exactement. principes Donc, sont des principes. et alors, je ne sais pas si tu veux parler en détail de ça, mais j'ai cru que tu utilisais Telegram pour faire Yes. ça. Ouais, oh, je peux, bien sûr, avec plaisir. En gros, j'utilise Telegram. La première raison, c'est que je suis, de nouveau un terme un peu informel, mais je suis un emmerdeur par rapport à certaines politiques de confidentialité ou autres. Et il existe une autre plateforme que je ne mentionnerai pas, qui a changé récemment sa politique de confidentialité. Et du coup, Telegram est une application très intéressante pour créer des petits groupes, des petits canaux de diffusion aussi d'ailleurs. Ça ressemble à Instagram sur certains points, d'ailleurs, c'est intéressant. Et là, c'est un groupe privé du coup, à l'intérieur de ce groupe, c'est possible de partager plein de choses, et que ce soit des images, etc. C'est possible, en tant qu'animateur d'un groupe, de pin to the top. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Mettre, voilà, laisser En agrafer en annoncement, haut, ouais, ouais, ou ouais. en annonce, ouais, en haut du groupe. Et c'est assez facile, en fait, d'avoir une dynamique de ce côté-là. C'est bon, je suis en live dans 10 minutes, tac, c'est mis dans le groupe, ils rejoignent, ils vont sur la plateforme, etc. Puis, du coup, les personnes peuvent poser des questions ici, peuvent mettre des tags, genre @Williamson. Là, je sais que je dois passer dans le groupe pour répondre. Je mets une petite flèche. Ici, je réponds à telle personne, etc. Donc, c'est sympa. C'est vraiment J'ai créé un cool. canal, mais je ne l'ai pas encore partagé. Il est tout Ouh! prêt, tout beau. Ah, c'est bon. Mais, Excellent. mais il faut que je m'y mette. Comme tu le sais, c'est difficile avec toutes les plateformes, tous les trucs qu'on a à Ah ouais. faire et en même temps essayer d'être le plus proactif possible avec les gens qui payent nos services, hein. C'est toujours le truc, c'est pas toujours évident. Par rapport au coaching d'ailleurs, je le sais parce que je le fais de mon côté, mais on évolue énormément dans notre approche. Le Will coach aujourd'hui aurait peut-être sans doute envie de mettre des baffes au coach d'il y a 8 ans pour dire mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu lui demandes de faire ça? Mais que- quelles seront tes plus grosses évolutions en termes de coaching, en termes d'approche que tu pourrais dire sur ces 3 dernières années? Ouh, Parce qu'il y a 3 dernières beaucoup de... années. Ok. Ouais, c'est Ouais. dur. Il Ah y a- non, ouais, non, c'est excellent aussi parce que c'est peut-être aussi les années où j'ai le plus évolué. C'est-à-dire que en 3 ans, purée, qu'est-ce qu'il y avait il y a 3 ans? Genre un des derniers salons, par exemple, de Paris. Il faut que j'essaie de me remémorer ça. Écoute, je vais te dire d'abord ce que j'ai pas changé, et ensuite ce qui fait que je suis quand même différent sur quelques points maintenant. Comme ça me permet d'être un peu structuré. Ce que j'ai pas changé, c'est le fait de me dire que je savais justement que j'allais apprendre, comme toi, des nouvelles informations, et que du coup, on doit pouvoir se mettre à jour. Donc ça, c'est un truc cool, c'est que je pense que dès le moment qu'on a cette possibilité-là, c'est qu'on peut avancer avec des nouvelles choses et pas juste être borné, genre c'est bon, Will, c'est le gars qui fait ça, Nevin, c'est le gars qui fait ça, et il changera jamais. Et on se laisse quelque part cette possibilité d'évoluer. Donc ça, c'est le truc qui n'a pas changé. C'est-à-dire faire au mieux avec ce que j'avais comme information à un moment donné, quoi. Ce qui a peut-être le plus évolué, c'est ma curiosité pour d'autres domaines. Par exemple, j'ai commencé un stage en agriculture biologique, et du coup, je me suis intéressé à voilà, comment ça se passe quand on va directement nous-mêmes traire des chèvres, etc., quand on s'occupe du troupeau, comment est-ce qu'on les déplace, et tout, des trucs qui peuvent sembler tout bêtes, mais en fait qui étaient juste extraordinaires. Et cette expérience-là, plus le fait d'aller essayer de me rapprocher un petit peu plus, peut-être presque du côté politique, genre comment est-ce qu'on fait pour briser les barrières, et puis bon, c'est un peu le cliché bisounours, mais voilà, bon, les gens qui me connaissent déjà ne seront pas surpris. J'essaie d'aller me rapprocher un petit peu voilà, des producteurs de l'agriculture biologique, de savoir comment les choses se passent, les procédés industriels. Et du coup, quand on rentre dans tout ce qui est procédés industriels, on rentre dans le côté aussi économique, choix, marketing, etc. Et puis, bien sûr, quand il s'agit de vendre un service qui aide les personnes, il y a le marketing que j'aime bien appeler légitime. Puis après, il y a le marketing qui est juste là, en fait, pour faire le taf de vendre un truc qui n'est pas forcément utile à la base, et puis c'est pas la même, on va dire, c'est pas la même idée, pas la même intention de base. Bien vendre un coaching, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'on est plus capable d'aider des gens, et puis on peut vivre de sa passion. Bien vendre un produit qui est juste nullissime et puis avoir un bon marketing derrière, c'est pas quelque chose qui correspond vraiment à qui je suis. Et je dirais que là, de ce côté-là, c'est ce que j'ai le plus creusé. Du coup, j'ai plus de peine maintenant à donner des recommandations sans essayer de sensibiliser un petit peu les gens à cet aspect-là. Donc c'est un biais que j'ai parce que c'est ma perception du monde, mais je dirais là où j'ai le plus changé, c'est ce côté un peu ouais, bah, ce produit, c'est pas ce produit. Ça dépend comment ça a été fait, qui y a derrière, le supermarché, machin, tout ça.
Et C'est ça, je pense, c'est difficile, le plus hein. gros changement. C'est C'est hyper dur. difficile Ouais. comme démarche d'essayer d'expliquer le contexte de ton raisonnement à quelqu'un parce que du coup, il faut que tu essayes de le projeter dans ton environnement, dans ta vision. Et vu que c'est une vision que tu as mis en place avec des années de recherche, des années de compréhension du monde qui t'entoure, moi, c'est toujours quelque chose qui est très difficile pour moi parce que tu as envie de lui dire, non, mais ça, c'est vraiment ce que je pense qui est la bonne solution. Mais sans contexte, c'est difficile de montrer, entre guillemets, ta vérité, quoi. Parce que c'est toujours, tu le sais, hein, la Perspective, vérité, bien sûr. voilà, c'est une question de perspective. C'est hyper intéressant. C'est d'ailleurs peut-être sans doute ce qui a lancé la démarche du projet Résilience, hein, si je ne Tu m'abuse. sais, c'est super. C'est notamment un des aspects avec mes collègues, on n'arrive pas à négliger. C'est-à-dire que, voilà, à un moment, on sait que, par exemple, il y a des protéines de très bonne qualité dans du poisson, mais quand on va voir aussi différents endroits et comment ça se fait, on se dit, ah bon, je vais être un peu informel à nouveau, mais putain, ça fait chier, quoi. Il faut vraiment, on peut que difficilement faire confiance par défaut, malheureusement, maintenant. Et du coup, l'idée, c'était de donner aussi des pistes, justement, pour briser quelque part ce gap qu'il y a, comme tu l'as dit, où ça met du temps pour expliquer justement, synthétiser ce contexte-là. Mais je pense donner un peu plus d'outils, comme on fait dans n'importe quel coaching de discernement, pour qu'ensuite la personne puisse choisir au mieux avec des nouvelles notions. C'est ce qu'on fait tous avec nos propres perspectives. Et là, c'est Bien vrai que le sûr. côté écologique, notamment, peut-être aussi éthique, morale, même si c'est toujours délicat de parler de ce terme sans avoir direct des interprétations assez vite, assez fortes. Euh, ouais, c'est pris en compte, on va dire. Et on prend plaisir en tout cas à en parler. Ouais, c'est toujours compliqué, mais par rapport à ça, je vais rebondir sur quelque chose d'autre. Je sais que toi, tu as fait des choix en termes d'éthique, en termes d'alimentation, qui ont évolué aussi, ces dernières années. Je pense que tu as eu une période où tu mangeais pas du tout de produits animaux, je crois? Exact, j'ai été vegan 5 ans à peu près. 5 ans quand même? OK, d'accord. Ouais, à peu C'était près, sur ouais. quelle Ouais. période? Alors c'était marrant parce que c'était quand même dans la période. Non, 5 ans, attends. Je pensais. Non, non, ça a plutôt duré 4 ans, je pense. Enfin bref, à une année près. Mais Ouais. c'était en gros vers la fin de la période où j'étais aussi sous aide. Donc ça a dû faire ouais, genre mi-2015 jusqu'à mi-2019 ou peut-être un peu avant, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai eu une période vraiment végane. Et j'ai une période où assez vite j'ai recommencé à manger des œufs et puis des produits laitiers, mais c'est après avoir pu m'occuper en fait moi directement des chèvres ou après avoir pu nourrir les poules que je me suis dit ok, je sais maintenant comment ça se passe, je peux faire un choix pleinement conscient entre guillemets. Et du coup voilà, version courte, j'ai changé après avoir pu ce qui se passe, pu voir ce qui se passait sur le terrain et m'en occuper moi-même quoi. Et je pense qu'on avait déjà eu cette discussion, mais c'est vrai qu'en termes d'agriculture sur le long terme, je sais que souvent, ce qui est mis en avant par les personnes qui sont véganes et je les attaque pas, hein, quand je dis ça, mais c'est souvent que les gens sont pas forcément conscients de ça. C'est que tu as beaucoup de véganes qui s'alimentent, à partir de céréales, de légumineuses qui sont issues de monoculture ou de choses comme ça et c'est vrai que en termes de développement durable sur le long terme, même si elles ont l'impression de faire quelque chose, en lien avec l'environnement et justement, pour le futur, c'est pas toujours le cas malheureusement et je pense que c'est quelque chose dont tu t'es un peu rendu compte aussi, via, ces systèmes, heu, qu'est-ce que je pourrais dire? Cycliques, fermés, des fermes, durables avec, en fait, finalement, respecter la nature dans son environnement, dans sa mise en place naturelle avec euh, notre place en tant qu'homme, notre place avec l'agriculture, mais aussi l'aide des animaux qui nous permettent de faire pousser ce dont on a besoin, de récupérer ce dont on a besoin aussi pour vivre, parce que malheureusement, la nature, c'est aussi ça, c'est des cycles de vie, de mort de différents individus. Et c'est vrai que ça t'a peut-être influencé à ce moment-là pour te dire: «Bon, je peux me permettre dans certains environnements de remanger certains produits que j'avais sortis de mon alimentation», mais qui justement, ma question, c'est un peu ça. Est-ce que tu penses que ce choix de rajouter certains aliments, tu l'as fait aussi parce que tu t'es rendu compte que ça allait quand même t'aider en termes de santé, en termes de par rapport à toi? Alors, je dis pas ça comme quelque chose d'égoïste où tu t'es dit: «Ouais, bon, finalement, oui, il est plus important que le reste», mais tu t'es dit aussi que: «Bon, est-ce que je dois me sacrifier à ce niveau-là?» ou comment ça s'est passé, en fait, dans ta tête? Ok, alors là tu me lances potentiellement sur quelque chose qui peut être très long à détailler, mais je vais essayer d'aller vraiment au plus simple. Parce que Ça ouais, marche. j'adore ta question et je te remercie
de cette opportunité d'en parler, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet qui est souvent abordé. Comment est-ce qu'un ancien vegan rajoute des produits? Est-ce que c'est juste parce qu'il a retourné sa veste? Est-ce que c'est juste devenu un enfoiré égoïste? Je caricature un peu et je prends justement ma réflexion derrière. J'ai envie de dire qu'à la base, il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'on peut même appeler certaines personnes, c'est un terme que tu as peut-être déjà entendu, des omnivores conscients. Ça lance tout de suite quelque chose d'un peu spécial. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire réagir aussi. Mais ça veut dire choisir en ayant vraiment en tête tout ce qui se passe. Et du coup, si on va voir vraiment dans des fermes qui font euh, de l'agriculture qui ne serait pas possible en fait sans ruminants par rapport au terrain. Il y a des endroits qui sont juste pas cultivables de base en fait s'il n'y a pas la présence de ruminants. C'est-à-dire il y a un apport de vie. On parle bien sûr de bouse de vache, ce genre de choses. Hein, donc on va dire les choses Ouais, concrètement, mais mais c'est incroyable on la rigole, fertilité mais que ça amène. voilà, c'est ça. On rigole, mais c'est absolument nécessaire si vous voulez des terres C'est la folie. ouais, en bonne santé. Ah non, vraiment. Puis par exemple, en France ou en Suisse, pour donner deux exemples où il y a quand même pas mal de personnes qui parlent français, c'est bon, à la base, j'étais à la moitié d'un PDC qui est un Permaculture Design Certificate, donc je faisais mon certificat de designer en permaculture. Et puis, je discutais avec un ami qui est donc infiniment plus compétent que moi là-dessus, qui me disait très clairement, bah, selon les endroits, c'est bien de vouloir l'autosuffisance, mais autosuffisance plus vegan, en France et en Suisse, selon les endroits, c'est carrément compliqué. Et dans certains endroits, c'est juste pas possible en fait. Et après, ça dépend aussi de ce qu'on fait avec les animaux, etc. Mais pour faire simple, si on imagine que c'est possible, par exemple, d'avoir des poules sans tuer les coqs, admettons, et qu'en plus de ça, c'est possible d'avoir des produits laitiers, et pareil, de laisser le petit en vie. D'ailleurs, il existe plusieurs manières de faire, justement, pour que le petit puisse concrètement avoir sa part, et puis que pendant une période, par exemple la nuit, il soit séparé de la mère, et puis que le matin, il y ait la traite pour les hommes, et le reste du temps, le petit rejoigne sa mère. C'est quelque chose qui existe, c'est bien sûr pas la majorité, mais voilà. Et donc, en fait, toutes ces réflexions sont arrivées, si tu veux, là, et je me suis dit, OK, il y a une part qui dépend de moi, il y a une part qui est liée au système, et il y a une part qui est liée directement à moi, ma santé, comme tu l'as dit. Et donc, ce que j'ai accepté de faire, c'est de faire au mieux en fonction de ce que j'étais capable de faire, c'est-à-dire moi-même mettre les mains à la terre, moi-même m'occuper de chèvres, voilà, je ne suis pas occupé de vaches, mais je me suis occupé de chèvres, moi-même m'occuper de poules, et du coup faire au mieux avec ça, mais avec les contraintes aussi du système, qui du coup nous empêche, pour le moment je pense, de faire quelque chose qui est aussi bisounours entre guillemets que la vision que j'ai un peu utopique d'une collaboration vraiment avec les animaux plutôt qu'une exploitation. Mais ça, je suis un peu dans un intermédiaire où je fais encore pas mal de compromis dans ma tête et je suis loin d'être satisfait. Mais cette idée de faire au mieux, c'est cool parce que ça permet de se responsabiliser plutôt que de se culpabiliser. Et c'est ça qui fait que je pense que je suis là où j'en suis, quoi. Mais clairement pour la Super. santé aussi. Merci de partager ça. Je sais que c'est pas des sujets faciles, mais enfin, je sais qu'entre nous, on arrive à discuter dans le respect et la compréhension du point de vue de l'autre. Et justement, par rapport à, est-ce que tu as remarqué des différences entre sans produits animaliers et après réincorporation ou pas trop? Parce que toi, tu es quand même quelqu'un qui, tu vois, quand tu me dis: «Oui, bon, bah, je vais être végane», je me fais pas de soucis sur le fait que tu sais ce que ça veut dire d'être végane et je sais que tu te rends compte des nombreux compromis que tu dois mettre en place, du fait que tu dois préparer, tes repas et cetera. Ce que beaucoup de gens n'ont pas cette conscience. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent: «Bon, bah, je vais être végane» et qui suppriment juste, les produits animaliers de leur alimentation sans comprendre qu'il faut les remplacer par quelque chose d'autre, quoi. Donc, par rapport à toi qui savais comment faire, est-ce que tu as remarqué une différence? Quelle est ton expérience par rapport à ça? Anecdotique évidemment, mais Non, pas de problème. Bon, la plus simple à comprendre pour tout le monde, c'est la diminution des gaz, pour dire ça concrètement. Non, parce que voilà, quand à un moment on se dit, bon, bah, il faut des protéines, quels sont les gros pourcentages de protéines, et puis qu'il y a une grande part qui vient directement, par exemple, de haricots rouges, ce genre de choses, on se dit, waouh, incroyable, il y a plus de 40% de protéines là-dedans, et c'est effectivement énorme en termes de pourcentage. C'est plus que les œufs d'ailleurs, si on regarde, en termes de pourcentage uniquement. ouais, Et du coup, ben derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que moi, j'ai eu pas mal de soucis. Je pense aussi au niveau de ma peau. Alors, il y a une partie qui venait de, bien sûr, et je l'ai déjà mentionné, donc je le rappelle juste par ouais, principe ici par rapport à l'utilisation de stéroïdes. Mais après ça, il y a aussi une partie qui venait probablement du fait que certaines de ces choses n'étaient pas positives pour le foie, notamment, avec toute la problématique des antinutriments. Et puis, euh, donc voilà, j'avais des compléments aussi en plus à côté. Et je sais que de ce côté-là,
ça a été beaucoup plus simple et ça a été beaucoup plus facilement, sur le plan social aussi, ça a été beaucoup plus facile de redevenir entre guillemets végétarien. Et ensuite, il y avait végétarien, ce que j'étais la plupart du temps, et puis il y avait végétarien un peu en mode, bon, bah voilà, on va comme se faire une pizza au resto et tout. Et puis je savais que ben, clairement, c'était pas les meilleurs fromages qui avaient fait la sélection des petits producteurs et tout, faut pas déconner. On va acheter une pizza au resto, on va acheter une pizza au resto, quoi. Mais ça me permettait d'être plus facilement en mesure de voilà, faire ce genre d'écart, entre guillemets, dans ma tête, comme j'étais à l'époque. Ça m'a aidé, je pense, vu que la santé, c'est aussi l'aspect social, ça m'a aussi aidé sur ce côté-là et à moins me C'est fermer c'est- aussi sur d'autres c'est bien que discussions, t'en quoi. parles. Ouais, c'est bien que t'en parles parce que c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, mais quand tu fais des choix alimentaires comme ça, vu que la plupart de notre société, nos rendez-vous sociaux se passent autour de repas, c'est des choses qui freinent énormément et qui te mettent énormément de contraintes hein, dans ta vie sociale, hein, c'est clair. Ouais. Ouais. Euh, euh, je vais complètement changer de sujet. Ok, vas-y, t'inquiète. Moi, ce que j'aimerais aborder avec toi rapidement, c'est aujourd'hui, quelles sont un peu tes influences? Comment tu continues à te former? Parce que je sais que tu es comme moi, tu te rends compte que tu as encore une, une- une densité d'informations à apprendre qui est inestimable. Comment tu continues à te former? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'organises? Qu'est-ce que tu lis? Dis-moi tout, Will. Oh, ok. Alors, alors déjà, il y a Peut-être com- des trucs. peut-être Non, commençons, vas-y. peut-être commençons juste Vas-y. par les habitudes que tu mets en place justement par rapport à ça. Parce qu'on sait que ça fonctionne par habitude et que si tu t'obliges pas à le faire, bah, tu vas pas le faire. Donc peut-être commençons par ça et puis ensuite on passe un peu sur le reste. Très bien. Alors, je peux répondre plus ou moins à cette question, plus une des autres que tu as posées avant, c'est-à-dire aussi les personnes qui m'influencent en ce moment. C'est très important pour savoir aussi d'où je tire certaines informations, parce que un des gros problèmes, c'est bah, concrètement le plagiat. Hein. Quand quelqu'un s'approprie une idée, mais dit pas d'où ça vient, ou s'approprie les idées de tout un article, mais mentionne pas en fait comment ces articles sont arrivés en fait à tel endroit. Et donc, moi, dans les trucs particuliers, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû parler de ça en premier quand tu as posé la question sur mes influences, ce fameux Dr. Raymond Peat, qui est quelqu'un que je mentionne quand même assez souvent, qui a des idées très particulières. Et la première fois qu'on tombe sur des écrits, on se dit, oh, enfin, le terme qui venait en anglais, mais WTF, t'as compris, c'est qu'est-ce que je suis en train de lire. Et puis, du coup, ce qui est assez particulier avec ça, c'est que autour de ça, lui, il pointe du doigt pas mal de chercheurs qui, à une période, ont étudié des trucs qui n'ont pas été acceptés, on va dire, par le côté académique conventionnel. Par le côté académique, j'entends voilà quelque chose qui était notamment accepté par les pairs PAIRS sur le plan universitaire. Et du coup, on rentre de base dans une problématique de conflit intellectuel, mais je pense très saine, hein, en tout cas dès le moment que c'est utilisé intelligemment, de remise en question de certains points qui étaient abordés qu'avec un seul axe de pensée. Donc, en gros, pour répondre à ta question qui m'influence, ben, ce Dr. Raymond Peat m'a énormément influencé, mais il a ouvert du coup des pistes sur pas mal de chercheurs qui pointent du doigt, qui eux aussi présentent leurs propres travaux, etc. Une des personnes qui est un peu connue dans le domaine, qui s'appelle Georgi Dinkov, qui est connue sous le nom de Haïdout, entre guillemets, qui est une espèce de machine à publier des articles un peu dans tous les sens, beaucoup d'études sur les animaux, d'ailleurs, à prendre pour ce que c'est. Voilà, il y a ces influences-là. Et ensuite, pour revenir à ta question de base que j'ai oublié parce que je sais que je digresse trop facilement, c'était juste. T'inquiète pas, Oh, c'est pour ça que je suis là, hein. Moi, je suis juste là pour t'aider dans cette démarche. ok. C'était la mise en place de routines. Comment Oui, ok. tu t'organises en fait pour obtenir ces informations, pour te forcer à Ok. apprendre. Super. Donc, parmi ces personnes-là, et c'est pour ça que je les ai mentionnées au début, je te remercie de me relancer un peu sur le fil, il y a des podcasts facilement de 1h30 à 3 heures, des fois, qui tournent entre justement le Dr. Raymond Peat, cette personne s'appelle Georgie Dinkov, et qui sont animés par une personne qui a vulgarisé énormément de travaux de Raymond Peat, qui s'appelle Danny Roddy, qui a aussi un C'est- livre sur la santé des cheveux, enfin voilà, qui est connu pour ce Hair Like a Fox, et qui a Tiens, une ouais, densité capillaire j'ai incroyable. lu cet e-book. C'est un e-book, Ok. hein? Parce que moi, Oui, oui, tu peux le lire ouais, hein, ouais, en e-book, ouais. Hmm. ouais, je l'ai. Ok, ok. Ah oui, Ouais, donc assez vu, incroyable. vu que je te suis, Will, je suis obligé de rester à la page et de faire mes propres recherches. Parfait. Bah justement, du coup, tu vois à quel point il y a des trucs qui vont bah, clairement contre les trucs que moi j'avais appris jusqu'à il n'y a pas longtemps, et puis qui sont, bah, on va dire, vraiment plus
plus largement accepté par la communauté scientifique, en tout cas la communauté scientifique académique. C'est ça qui est spécial, c'est qu'on a tendance à dire aussi que certains scientifiques qui ne sont pas reconnus vraiment au sens reconnaissance, par leur pairs de l'académie, sont des pseudo-scientifiques. Et c'est là qu'on rentre à la fois dans quelque chose d'intéressant, mais aussi intéressant sur le plan sociétal, c'est-à-dire qui on reconnaît comme légitime, qui est une autorité compétente, voilà, il y a un côté politique, sociologie assez spécial, et ça c'est aussi un truc qui m'intéresse beaucoup plus maintenant. Et donc quand je te dis finalement que j'ai des routines, il y a des routines qui aussi sont de l'ordre de comment les décisions sont prises dans tel domaine, et en fait la nutrition fait partie du paradigme dans lequel on est maintenant et n'est pas totalement dissocié du monde politico-économique. Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas corriger tout ça. Et puis voilà, j'ai des amis qui sont plus compétents que moi. Je pense à Mathias Soulol, par exemple, dans le fait d'éviter les biais, analyser vraiment de manière critique certaines choses, et qui peuvent aller plus loin encore dans ce genre de critères. Et moi, quelque part, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est regarder justement ce qui influence, peut-être de manière indirecte, mais de manière clairement non négligeable, la nutrition, nos interprétations, ce genre de choses, pour mettre les deux pieds dans le plat. Les deux industries que j'ai beaucoup étudiées ces derniers temps, c'est l'industrie des statines et l'industrie des oestrogènes. Donc, je n'en dis pas plus, sauf si tu me le demandes, mais concrètement, c'est assez fou ce qu'on peut découvrir. Et du coup, les J'imagine que influences sont non négligeables, quoi. J'imagine que tu vas nous proposer un peu du contenu là-dessus Ça dans les arrive. mois qui viennent. Ok, d'accord. Ça arrive, clairement, ouais. On va garder ça au chaud alors, du coup. Euh, Justement, par rapport à ça, comme tu disais, le choix de légitimité, à qui tu fais confiance aussi, c'est quelque chose de très compliqué. J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo il n'y a pas longtemps, dans le sens où je disais que même des gens à qui j'accorde de la légitimité et dont j'aime bien le contenu, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord et ce n'est pas facile. Il faut toujours le garder en tête parce que quand tu admires quelqu'un, encore une fois, bon, là je suis vraiment en train de répéter la vidéo que j'ai fait, mais quand tu admires quelqu'un, bah, tu as tendance à dire ah ouais, mais c'est génial, c'est génial, c'est génial, et tu oublies de mettre ce filtre de dire attends. Est-ce que tout ce qu'il dit, c'est forcément vrai? Et par rapport à ça, comment tu choisis, toi, les gens à qui tu fais plus confiance que d'autres? Tu vois, donc Repeat, c'est quelqu'un qui t'a accroché par rapport à son approche. Où est-ce que tu mets un peu une limite sur tout ce qu'il présente? Quand est-ce que tu remets un peu en question ce qu'il présente et tout? Euh, alors, le premier truc que je dois dire, et je suis sûr que c'est pas une humilité mal placée, mais je le précise quand même, c'est que je sais que je peux pas tout contrôler. C'est-à-dire que je sais que je me fais aussi influencer, que j'ai mes biais, etc. Donc ça, c'est Bien le premier sûr. truc que je me dois d'assumer, voilà, clairement. Nous Donc, tous, hein. ouais, non, mais alors du coup, certainement aussi ce dont tu parles dans ta vidéo, ça me correspond bien sûr. Et donc, je dois faire attention aussi à ça, mais je peux pas tout le temps. Donc, il y a ce côté-là. Ce qui fait que du coup, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il faut aussi moi me remettre en question et comparer ce que je fais avec d'autres personnes. Et puis, bah, d'ailleurs, toi aussi, et c'est pas un manque de respect quand je te le dis, bien Ah sûr, tu non, le non, sais, bien sûr. c'est justement inviter à se faire un avis avec différentes opinions, différentes perspectives, profiter de cette richesse finalement, sans pour autant se laisser complètement perdre dans quelque chose. Et c'est là qu'on a besoin du discernement. Et le discernement, c'est quelque chose qui est important parce que c'est pas que la critique d'un point de vue, entre guillemets, strictement démarche scientifique, mais c'est aussi la critique par rapport aux intentions. Et là, il y a une phrase qui me vient comme ça, qui est un peu ce genre de phrase philosophique qui ensuite décline sur plein de choses, c'est à source souillée, eau empoisonnée. Donc s'il y a un gars qui vient, qui veut juste faire le connard et vendre un truc pour être un peu informel, bon bah derrière, il va couvrir son discours avec plein d'études, de machins et tout, et ça va sembler carré, nickel, tout. À la base, le gars, il vend juste quelque chose qui sert à rien. Donc, c'est important de connaître les intentions des gens. Et puis, comment est-ce qu'on connaît les intentions des gens? J'aime beaucoup cette idée que, comme ce que tu fais aujourd'hui, à travers des podcasts, on peut feinter sur 10 minutes, sur un beau discours, un joli texte. Mais quand on écoute quelqu'un et qu'on l'a écouté pendant 15 heures, donc 15 heures réparties sur différents podcasts, etc., il y a un moment où on cerne la personne. Et à travers la voix, on peut quand même clairement se faire une idée. Bon, bah lui, il est juste en quête de reconnaissance, il insulte tout le monde. Peut-être à un moment, il y a deux, trois conneries qu'il balance aussi au passage parce qu'il doit juste justifier son discours et il ne cherche pas forcément juste à comprendre. Et du coup, à travers les heures et les heures et les heures d'écoute des différents podcasts qu'a pu proposer Raymond Pitt, ce que j'ai pu comprendre de la personne, donc avec les biais que j'ai annoncés dès le début, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est profondément anti-autoritaire, quelqu'un qui est aussi curieux qu'un gamin alors qu'il a il a 84 ans, puis il est aussi curieux qu'un gosse, donc c'est quand même un signe qui en tout cas moi m'impacte beaucoup.
Et je trouve le côté non autoritaire, envie de comprendre, envie de partager, donner de son temps gratuitement à autant de personnes pendant autant d'années, pour moi, c'est des critères de qualité humaine, et ça a tous les défauts aussi, que ça a derrière un côté très empathique dans ce que je dis. C'est pour ça que je dis que voilà, je suis conscient de mes propres biais, mais je les traite peut-être pas avec autant de rigueur que ce que je devrais, et c'est important que les personnes qui m'écoutent s'en rendent compte aussi. Il y a ce côté-là qui est important pour moi. Et euh, promis, c'est pas pour te jeter des fleurs ou juste parce que je t'ai en face ici, mais ce qui fait que j'apprécie autant un podcast avec toi aussi aujourd'hui, c'est aussi pour tes valeurs humaines, tu vois, et à quel point c'est facile de discuter, et même de discuter de choses dont on peut ne pas être d'accord à la base. Et cette forme de respect, donc ce côté humain finalement, est quelque chose qui, ouais, je tiens énormément à ça. Donc il y a tous ces critères, et je pense qu'en écoutant quelqu'un pendant suffisamment d'heures, on peut quand même se faire une bonne impression, au-delà de tout ce qui est entre guillemets juste bien placé, critique, scientifique, etc. Avec des chiffres, on est tous capables d'avoir des analyses objectives, où on laisse nos émotions de côté. Si on a les quelques critères nécessaires à l'analyse d'une étude, on est capable de faire ça, et puis on peut se dire, bon ben voilà, ça n'a pas d'âme, mais c'est égal. On a fait notre truc, on a analysé de manière scrupuleuse, et puis au final, ce qu'on veut, c'est sortir des données pour ensuite pouvoir comprendre quelque chose. Et là, on discute, mais on part de données qui sont vraiment solides et tout. Tout ça, c'est cool. Mais aussi, qu'est-ce qu'on pense la personne? Quelle est sa synthèse en fait? Qu'est-ce qui fait qu'elle avance, elle, dans son chemin, où elle essaie aussi d'aider les autres à avancer dans le partage des connaissances qu'elle synthétise? Ça, c'est un peu tout ce que j'aurais envie de dire dans les personnes que je cherche à écouter. Déjà, je te remercie parce que ça me touche, mais C'est cool. c'est vrai que nous, on a la chance de s'être connus en vrai, dans la vraie vie assez tôt. Et c'est vrai que c'est toujours plus facile de savoir si tu vas accrocher avec une personne ou si tu t'arrives à sentir, comme tu dis, les intentions de la personne, parce que tu vois comment elle parle, comment elle aborde certains sujets, comment elle interagit avec les gens aussi autour d'elle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés en vrai aussi, dont j'ai été extrêmement déçu parce qu'ils ne sont pas forcément les personnes. euh, la manière dont ils se présentent sur les réseaux ne sont pas forcément la vraie personne qu'ils sont dans la vie, et leurs intentions sont parfois différentes. Je vais rebondir sur une question qui n'est pas forcément en rapport avec ce que je viens juste de demander. Donc, n'allez pas commencer à penser certaines choses. Mais par rapport à tes choix, par rapport à ce que tu as fait, est-ce que tu as fait pour toi, tu as déjà fait une erreur en termes de ce que tu proposais ou en termes de ce que tu pensais, et qu'est-ce que c'est et comment tu as fait en sorte de te rattraper, ou comment tu as fait en sorte de comprendre cette erreur, et comment ça t'a affecté en fait d'une certaine manière? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, que ça soit dans ton coaching, que ça soit dans ton approche par rapport à toi? Et c'est pas une question facile, mais je sais Non, que mais tu es c'est toujours super dans la cool. remise en question, et du coup, je pense que pour montrer aux gens, parce que si tu me posais la question, bah, je te sortirais sans doute quelque chose, mais j'ai la chance d'être la personne qui pose les questions aujourd'hui. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on avance, et je pense qu'en particulier quand on se retrouve dans notre position à aider les gens, à essayer d'accompagner les gens dans une certaine direction, c'est important de se remettre en question, et ça vient aussi via les erreurs qu'on peut commettre malheureusement. Ok, alors j'ai une idée, mais c'est un des sujets sur lesquels il se peut qu'on soit pas d'accord. Donc je vais parler des Ok, oméga 3. Donc, mais ok, je peux le d'accord. mentionner si tu veux. Ouais, vas-y, Bon, vas-y, vas-y. je sais que ça te Plaisir. dérange pas finalement. Donc voilà, on va dire que J'ai aussi j'interprète. changé d'avis sur les oméga 3, hein, enfin, Oh, par rapport à notre non, approche, donc on en parlera ouais, juste bien après, sûr. vas-y. Trop cool. Enfin, trop cool dans le sens tu fais ce que tu veux, mais le sens que tu évolues, et puis peut-être que je suis un des emmerdeurs qui a contribué à ça indirectement. Euh, le, le moment où, premier livre, les Secrets de la Sèche, écrit avec Christophe Bonnefond, le livre sort, et puis clairement, dans les suppléments intéressants dans une optique de perte de poids, il y en a plusieurs qui étaient mentionnés, pas forcément comme des trucs incroyables, mais dans des trucs qui pouvaient être pertinents dans la démarche de la perte de poids. Un des éléments qui étaient mentionnés, c'était les oméga 3 pour leur côté potentiellement anti-inflammatoire, voilà, etc. Et je pense que quelque chose comme 2 mois après la sortie du livre, j'ai sorti la vidéo pour l'interrogation Adios les oméga 3, avec le fait que j'étais désolé, je venais de le publier dans le livre, mais j'étais plus forcément d'accord avec ça, en tout cas pas dans la perspective dans laquelle je l'avais présenté, parce que c'est absolument pas compliqué de trouver des effets bénéfiques des oméga 3 dans la littérature. On parle littéralement de milliers d'articles à disposition au total.
Voilà, c'est quand même conséquent. Et donc, le fait de proposer une perspective qui va contre ça en disant concrètement, je suis désolé, je ne suis pas en train de dire j'ai forcément raison maintenant, mais en tout cas, je ne suis plus d'accord et je le dis publiquement. À mon avis, c'était une manière de dire simplement, c'est pas parce que je l'ai écrit que tout à coup je vais avoir un discours autoritaire dessus, les gars, et j'ai publié un livre quand même, hein, déconnez pas. Et du coup, tout ce que j'ai dit, vous allez le croire vraiment sérieusement, à tel point que moi-même, je suis figé dans mes anciens écrits. Donc ça, c'est quelque chose, en tout cas, que je pense avoir pu présenter publiquement comme une erreur, pas dans le sens je suis sûr maintenant que les oméga 3 sont pas importants, mais dans le sens, en tout cas, j'ai présenté l'évolution de ma démarche comme étant ce que je considérais comme une erreur à l'époque. Ça, c'est le gros exemple que j'ai en tête. C'est intéressant parce que moi aussi, c'est une erreur que j'ai faite dans le sens où on n'est pas forcément d'accord sur les oméga 3 en général, mais en tout cas sur la recommandation d'une supplémentation en gélules d'oméga 3. C'est quelque chose qui, il y a 5 ans, je proposais comme pratiquement obligatoire en termes de supplémentation. Et c'est quelque chose sur lequel je suis revenu en arrière parce que je me suis rendu compte que le contexte était important, que la qualité des produits était extrêmement importante. Et du coup, c'est quelque chose que je ne conseille pas aujourd'hui. Donc, merci d'au moins nous présenter quelque chose comme ça. J'ai encore au moins 30 questions à te poser Merde. parce que j'avais trop de trucs. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser encore 2 questions et je pense qu'il faudra qu'on se refasse un podcast parce que bon, voilà, tu vois, tu commences à partir sur des sujets et moi, je t'accompagne. C'est ça. Ouais. Je vais te poser 2 dernières questions. Une question que j'ai envie de poser aux gens qui m'a fait un petit peu sourire parce qu'on me l'a posée et du coup, je me suis dit ça serait marrant. Quelles sont les 3 personnes que tu as unfollow sur Instagram en dernier et pourquoi? Alors, euh, alors c'était très simple en fait. Par contre, j'ai plus les noms, mais je me souviens très bien pourquoi. Ok. C'est des personnes qui proposaient un contenu avec lequel j'étais d'accord à une époque, qui sont réapparues sur mon feed. Et je me suis dit en fait, j'en ai plus rien à faire de leur vie maintenant. Enfin, c'est pas grave, hein, ils font leur truc, mais c'est plus du tout dans mon délire du moment. Alors que lorsque je les suivais à l'époque, leur contenu était intéressant pour moi. Et il y en a un qui est hyper connu, par contre, qui est suivi par des millions de personnes. Je ne sais pas compris, mais je ne sais plus comment il s'appelle. C'est l'ex de Sandra Pricker. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ah oui. Il est suivi par des millions de personnes, hein, le mec. Bref, lui, je l'ai Attends. unfollow il n'y a pas longtemps. Ah non, en fait, non, excuse-moi, C'est je pas grave, croyais mais que je bref. savais, mais en fait, non. Disons que Sandra Ok. Pricker m'avait plus marqué que lui en question. pour son contenu inspiration Pour training. sa critique scientifique. C'est ça. Bref, donc ouais, nos 3 personnes, voilà, comme ça. Je ne sais pas si ça satisfait comme réponse, mais mon mood Donc a changé, leur contenu pas, puis voilà. par rapport à ton évolution et Ouais. du coup qui correspondait plus à ce que tu as. Ok, nickel. Dernière question que je voulais te poser, quel serait le conseil que tu donnerais aux gens? Genre, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un pour améliorer leur vie, qu'est-ce qui, qu'est-ce, j'arrive plus à parler. Quel serait ce conseil? Pour améliorer leur vie, hein, vraiment. Ouais, ouais. Apprendre à être à l'aise avec soi-même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, pour développer un peu, qui remplissent leur journée pour pas faire face aux questions qu'elles se posent vraiment, mais parce que le moment où elles se les posent, elles n'arrivent pas à répondre, elles n'arrivent pas à faire face. En gros, c'est un miroir personnel, quoi. Ok, vous êtes seul, il y a ça, à quoi vous pensez, pourquoi vous avez peur de vous retrouver, entre guillemets, seul dans la réflexion, etc. L'idée, ce serait de, dans ce cas-là, creuser, profiter. Profiter d'un moment où vous pouvez vraiment comprendre qui vous êtes, ce dont vous avez envie, etc. Et quelque part sans influence. On a parlé d'influence dans tout le podcast. Si on peut se retrouver seul et accepter qui on est, ce qu'on veut, peut-être ça permettra de ne pas passer à côté de sa vie. C'est un conseil vraiment génial. Merci Will d'avoir proposé ça dans le sens où tu dis que les gens prennent pas assez le temps d'être introspectif d'une certaine manière et de prendre le temps pour soi, de se poser les questions parce que c'est ce que les gens font via la méditation souvent. Hein. C'est un peu le principe, c'est-à-dire qu'ils se posent les vraies questions, les questions auxquelles ils n'ont pas forcément envie de répondre parce que souvent les gens voient la méditation comme un moment de bien-être, un moment où ils sont dans un bon mindset. Mais la méditation, quand on fait une routine, tu as aussi des moments où
es un peu énervé ou tu es un peu frustré, etc. Et je Ou pense que pleurer c'est… même, hein. Ouais, Tu peux pleurer. exactement. Ouais. Ouais. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de faire face à qui on est, se poser les vraies questions qui nous dérangent parfois, parce que c'est ça qui nous empêche d'avancer, hein. Je pense que tu es d'accord avec moi, c'est que on n'a pas envie d'adresser des trucs, on préfère du coup passer plus de temps avec des gens, passer plus de temps en soirée et pas affronter ces moments de solitude et d'introspection qui sont parfois difficiles. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que non, mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais vu qu'on a nos téléphones, des choses comme ça, du coup, tu peux ne jamais avoir un moment où tu te poses les vraies questions parce que dès que tu as un temps mort, tu vas aller sur ton téléphone, tu vas être diverti ou tu vas regarder une vidéo ou tu vas écouter un truc. Et les gens ont tendance à ne plus prendre ce temps pour se dire… Bon, ok, je me pose, je réfléchis juste à moi, pas de manière égoïste, mais juste par rapport à qu'est-ce que je fais dans la vie, dans quelle direction je dois aller, et je pense que c'est hyper important. Donc voilà. Trop content que ça te Ok. parle autant. Je pense que tu as déjà pu, toi, réfléchir à pas mal de choses sur ce que tu voulais vraiment, etc. Et tu sais à quel point, du coup, c'est difficile de se poser ce genre de questions et vraiment Ouais. faire face à ça, quoi. Mais je pense que c'est essentiel. En tout cas, si on veut évoluer, c'est essentiel. Will, merci énormément d'avoir pris le temps de faire ce podcast. C'est toujours un immense plaisir de discuter un peu avec toi. On essayera de se refaire ça bientôt. Tu vas aussi, on n'en a pas encore parlé en détail, mais tu seras bienvenu sur Bayesian pour intervenir avec nos élèves qui auront, je le sais, beaucoup de questions à te poser. Ça sera Ok. d'ailleurs assez drôle. Je vais te laisser aller dormir et on se retrouve dans un prochain podcast. Merci beaucoup. Merci à toi, trop cool. À la prochaine. Top.